grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons réfléchir aujourd'hui sur la question sécuritaire dans le pays avec, comme vous le savez, les événements de Sévaré d'hier, de 2 jours donc de prise d'otages dans la Venise malienne à Mopti, pas loin de Mopti donc. Nous allons voir tout cela avec nos invités. André Bojo, chercheur et spécialiste du Sahel, il intervient depuis la France. Mohamed André Bojo, il y aura Ousmane Kornio également avec nous, Cheikh Djouara, il est journaliste, reporter, et Moussa Traoré sera en ligne depuis Sévaré pour nous dire la suite donc des enquêtes concernant cette prise d'otage à Sévaré. Je suis Famoussa Sidibé, nous me direz est à la technique. Le Mali entame donc la 2e semaine de violence dans le pays. Aujourd'hui, un véhicule des forces armées et de sécurité maliennes a sauté sur une mine près de entre Dia et Kera dans le cercle de Tenenkou. L'explosion a fait 3 morts et 2 blessés du côté des militaires maliens. Alors pour ce qui est donc des attaques de Sévaré, le tout, il y a plus d'une dizaine de morts donc selon le bilan définitif, mais nous allons directement aller à Sévaré, retrouver notre correspondant depuis Sévaré, Moussa Traoré. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Famoussa, bonjour aux auditeurs et bonjour aux invités. Dites-nous, Moussa, quel est à ce stade l'état d'avancement de l'enquête sur cette prise d'otage? Écoutez, depuis que l'événement s'est produit le vendredi, juste dans le mai, le ministre de la Défense, le général Sada Samake, a animé juste une conférence, c'était dans la salle de gouvernement de Mopti, où quand même il a tenu à informer et à donner certains renseignements par rapport à la situation. Et déjà, le samedi, très tôt, les fouilles continuaient sur le lieu. Il y avait des experts qui étaient venus en compagnie du ministre de Bamako et qui ont aidé les soldats maliens qui étaient déjà sur le terrain à mettre fin, dans un premier temps, aux hostilités. Mais en même temps aussi, ces experts ont continué, en tout cas de fond en comble, les fouilles complètes du bâtiment que vous appelez l'hôtel Bublof. Mais je rappelle que ce n'est plus l'hôtel Bublof, ça c'était l'appellation ancienne pour que les gens puissent retrouver l'endroit. Mais cela fait déjà plus de 2 ans que c'est une résidence privée maintenant qui était en location avec ces officiers de l'administration. Et pour te dire qu'en tout cas, le ministre a donné l'assurance que tout sera mis en œuvre pour éclaircir la situation. D'accord. Alors Moussa, certaines informations disent que ce serait le front de libération du Massina qui aurait mené cette attaque et d'autres disent également que, notamment cette revendication du groupe Al-Morabitoun, alors nous avons perdu Moussa. Moussa est toujours en ligne. Alors Moussa, oui. Aujourd'hui, oui, à cet instant précis, est-ce qu'on peut attribuer cette attaque à un mouvement? Bon, écoute, toutes les indications sur le terrain ici, par rapport aux fouilles qu'on a réalisées sur les personnes qui ont été retrouvées mortes, c'est-à-dire que côté terroriste, selon la pièce d'identité qu'ils détenaient, je m'excuse, mais la plupart de ces personnes-là portaient des noms de famille qui sont des noms de famille affiliés à Amadou Koufa, qui est l'initiateur de ce mouvement de libération du Massina. Donc, toutes les indications sur le terrain, et ceux-là qui étaient arrivés, la plupart, sinon la majorité même, étaient de peau noire. Et ce qui fait que c'est des indications qui font qu'à Sévaré ici, les gens pensent que c'est vraiment, on comptait attribuer cela au mouvement de libération du Massina. En fonction des pièces d'identité qu'on a trouvées sur les dépouilles, et c'est en fonction aussi de la couleur de leur peau et en fonction, en tout cas, de
de leur nom de famille qui font que les gens pensent ici que tout pense à croire qu'ils appartiennent vraiment au mouvement de Amadou Koufa. D'accord. Alors, merci beaucoup Moussa. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Ousmane Kornio est avec nous dans ce studio. Ousmane Kornio, nous avons très longtemps parlé de ce front de libération du Massina que vous connaissez bien. Alors aujourd'hui, est-ce que cette piste privilégiée donc par les enquêteurs maliens est crédible? Oui, j'ai toujours défendu qu'en fait que ce front était un front, et ce mouvement était un mouvement fictif, qu'en fait qu'il ne relevait pas d'Amadou Koufa. Et je suis toujours sûr qu'en fait que il y a un groupe de bandits de plusieurs communautés, mais en majorité Peul, qui sont de la zone et qui généralement viennent de la frontière du Mali avec le Burkina, autour de Boulkessi, de Mondoro et de Boni. C'est une zone qui sont des Peuls, bien sûr la communauté Peul, mais c'est une communauté Peul qui est aussi qui a des ramifications avec la communauté Peul du Niger, descendue de Menaka, c'est-à-dire dans la zone frontalière entre le Niger et le Mali. Donc cet ensemble de groupes de bandits, je les appelle vraiment des bandits, qui se cachent derrière le terrorisme ou le djihadisme pour commettre des forfaits. À quelle fin selon vous? Oui, mais semer la terreur uniquement? C'est pas seulement semer la terreur. En fait, c'est purement économique. Ces gens-là, ils sont payés à des grosses fortes, à des fortes sommes par IAD. Bon, donc on dirait par Amadou Koufa peut-être un intermédiaire, s'il existe encore. Mais je sais que ce sont des bandits, surtout des bandits, qui répondent de quelque part, en tout cas, qui sont payés. Mais pour ceux qui connaissent comment ils agissent dans la zone dont je parle, qui est leur base arrière, ils savent que c'est essentiellement des bandits. Et je ne suis pas étonné que ce sont ces groupes qui se retrouvent à Sévaré, encore à la solde de leur comment ça s'appelle, bailleur, et pour venir commettre des forfaits. D'accord. Merci beaucoup Ousmane Kornio. Nous allons partir en France, retrouver André Bourgeot. André Bourgeot n'est toujours pas en ligne. Nous allons rester donc ici dans le studio avec Cheikh Douara. Cheikh Douara, dites-nous aujourd'hui quelle connexion peut-on établir entre ces deux mouvements, Al-Mourabitoun qui revendiquent l'attaque à travers la chaîne Al Jazeera, et aujourd'hui les autorités maliennes qui restent cramponnées à ce front de libération du Massina? Bon, moi je pense qu'il faut reconnaître que ces groupes sont dans un espèce de networking à chaque fois qu'ils agissent. Il se passe, même si on peut se permettre le terme, des sous-traitances de certaines actions qu'ils coordonnent ensemble. Donc, même si l'action a été exécutée sur le terrain par des fidèles à Koufa, elle peut être une action commandée et commanditée par Al-Mourabitoun. Et comme vous savez, le concept de djihad international fait que toutes les organisations peuvent se prêter main forte aux besoins. Et voilà, donc je pense que toutes les deux thèses peuvent rester valables. Moi, je les trouve tous plausibles. Je pense que juste il faut faire la part des choses. Alors aujourd'hui, cette zone revendiquée donc par le mouvement de libération du Massina est très active, et on constate beaucoup de violence. Encore ce matin, il y a l'armée malienne qui a un véhicule qui a sauté sur une mine toujours dans la zone de Tenenkou. Aujourd'hui, est-ce que ce mouvement a une véritable force, Ousmane Kornio? Si Oui, c'est des bandits, est-ce que... En fait, si c'est une force, c'est peut-être leur éparpillement. On peut les estimer à combien aujourd'hui? Je ne peux pas estimer ce groupe. Mais comme je dis, en fait, vous savez, hein, celui qui connaît un peu la structuration de la société Peul du Massina,
c'est une société qui est assez stratifiée. Et nous avons ce qu'on appelle les Djoro. Les Djoro qui sont les propriétaires terriens. Et ce sont ces propriétaires terriens qui vivent et aux dépens de toutes les autres populations, qui exploitent le bourgou, qui exploitent les pâturages. Et avec des richesses qui se trouvent à Mopti avec beaucoup d'animaux, excusez du terme, les commerçants diogormais qui sont là, et qui ont besoin de placer leurs animaux, à les faire perdre sans payer d'aliments bétail, donc qui sont en coalition avec ces Djoro. Alors cette coalition crée des mécontentements à la profondeur de la communauté Peul. D'où nous avons des gens qui sont, des jeunes qui sont issus des familles défavorisées, sont des jeunes toujours révoltés. Et pour peu que trouvent l'occasion de se venger, ils n'hésitaient pas. Et chaque fois qu'ils ont attaqué quelqu'un dans la zone du Massina, je suis du Massina, ils ont attaqué un leader qui relève de cette stratigraphie des Djoro ou bien des chefs coutumiers. Donc si on fait ce recoupement, on peut se dire qu'en fait que la situation est exploitée par peut-être, comme j'ai dit, d'autres personnes, mais ces gens-là sont des sous-traitants. Ce sont des proies faciles. Ce sont des jeunes qui sont faciles à enrober et puis à utiliser. Mais dire qu'en fait qu'on peut estimer leur nombre et même savoir leur mode d'organisation, et jusqu'à preuve du contraire, moi je ne suis pas d'accord qu'ils relèvent d'Amadou Koufa. Pour moi, ce sont des jeunes qui profitent de la situation pour se faire, pour prester, et se faire s'enrichir. Parce qu'ils sont défavorisés et relèvent des couches défavorisées de cette situation. D'accord. Merci beaucoup Ousmane Kornio pour ces éclairages. Nous allons cette fois-ci pour de bon retrouver André Bourgeot en ligne depuis la France. Bonjour André Bourgeot. Oui, bonsoir. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous avez un peu suivi l'actualité ici au Mali. Nous tentons de comprendre cette connexion entre le Front de libération du Massina, privilégié donc être l'auteur de cette attaque à Sévaré par les enquêteurs maliens. D'autre part, cette revendication de cette même prise d'otage par El Morabitoun, le groupe de Belmokhtar, aujourd'hui, quelle connexion peut-on établir entre ces deux mouvements, s'il y a une connexion? En tout cas, si effectivement les deux mouvements revendiquent l'attaque sur Sévaré, ça veut manifestement dire qu'il y a une connexion et voire peut-être aussi la mise en place d'une nouvelle stratégie qui impliquerait une coordination des différents mouvements. Pour être plus concret par rapport à ce que je viens de dire, j'observe qu'en l'espace de 2 ou 3 semaines, il y a eu des actions qui ont été menées aux frontières de la Mauritanie, revendiquées par ACMI. Ensuite, au préalable, auparavant, des actions menées à la frontière avec la Côte d'Ivoire, revendiquées par Ansar el-Din, Salafiyad, Iyad Agrali. Et puis maintenant, cette fois-ci, dans le Mali central, autour de Sévaré, qui probablement, je n'ai pas suffisamment d'éléments d'information pour pouvoir vérifier les choses, mais probablement le fruit du Front de libération du Massina qui est dirigé vers M. Koufou. Koufou est quand même quelqu'un qui est originaire de Mopti et qui a une influence probablement importante sur un certain nombre de ces chorales légionnaires. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un peu dommage que je n'ai pas entendu le contenu, les propos des précédents intervenants, mais l'attaque de Sévaré, ça relève quand même d'une audace incroyable, parce que vous avez des militaires de la MINUSMA, des militaires de l'opération Barkhane française, des militaires de la FAMA, donc il y a une concentration importante, quantitativement en tout cas, de militaires. Donc s'attaquer comme ils l'ont fait à Sévaré, et l'attaque n'a pas duré une dizaine de minutes. Il y a eu des affrontements quand même importants, donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont aguerris. Maintenant, si on veut faire une analyse plus globale de la situation, j'observe qu'il y a une recrudescence, je crois que le terme n'est pas trop fort, une recrudescence de ces mouvements terroristes qui s'installent sur l'ensemble du territoire malien. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une sorte de maillage
du territoire avec ce que j'ai dit auparavant, frontière malienne, frontière ivoirienne, maintenant le Mali central. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est simplement qu'une question, il faut attendre un peu ce qui va se passer, parce que toutes ces actions se passent dans un laps de temps très rapproché. Donc la question que je me pose et que je pose à vos auditeurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un embryon d'offensive qui aurait tendance à se généraliser sur l'ensemble du territoire malien, d'autant qu'il me semble avoir lu tout à l'heure qu'il y avait une attaque aussi de la gendarmerie à 30 ou 40 km de Bamako, à Banguineda. Voilà. Donc, si effectivement c'est vérifié, ça voudrait un peu confirmer mon hypothèse d'une offensive qui tente à se généraliser à travers les différents mouvements, que ce soit ACMI, Ansar Eddin, le Front de libération du Massina et El Mourabitoun. Alors, cette attaque de Banguineda date de quelques jours, donc depuis, c'était bien avant cette attaque de Sévaré. Merci beaucoup André Bourgeot pour cette analyse. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter sont également là pour vos réactions. N'oubliez pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pourrez, si vous le souhaitez, réécouter cette émission. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la violence, la deuxième semaine de violence que le Mali entame donc avec cette triste nouvelle. Un véhicule donc de l'armée malienne a sauté aujourd'hui sur une mine entre Dia et Kera dans le cercle de Tenenkou. L'explosion a fait 3 morts et 2 blessés du côté des militaires maliens. Alors nous réfléchissons sur cette violence et nous sommes à sa deuxième partie, l'urgence de l'application de l'accord de paix. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a une urgence pour mettre en application cet accord signé entre le Mali et le groupe armé Cheikh Douara? Bon, moi je pense que il y a toujours une urgence pour la mise en application de l'accord. Mais il faut qu'on se détrompe. Il faut qu'on sache que les violences en cours n'ont rien à voir avec la mise en application de cet accord. Que cet accord soit effectif tout de suite et maintenant ne changera en rien l'agenda des organisations djihadistes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Mali. D'autant plus qu'ils ne sont pas concernés par cet accord, ils ne sont pas membres du processus de paix, ça n'a rien à voir avec. Alors, nous allons demander à André Bourgeot son avis sur cette question de l'application donc de l'accord de paix. La CEMA, la coordination des mouvements armés de l'Azawad, estime que ces violences sont de nature à ralentir l'application de l'accord de paix et qu'il est urgent aujourd'hui de parvenir à un processus plus accéléré pour donc favoriser le retour et l'apaisement. Donc, est-ce que vous pensez, André Bourgeot, que l'application de l'accord, la mise en œuvre de cet accord pourra mettre fin à ces violences? De mon point de vue, les conditions d'application du contenu des accords de paix et des accords d'Alger postulent, qu'on le veuille ou non, un retour à la sécurité. Or, jusqu'à présent, au vu après la signature du 20 juin, j'observe qu'en l'espace de quelques semaines, il y a une recrudescence des activités terroristes. Dans ces conditions, je ne vois pas comment les accords d'Alger vont pouvoir s'appliquer. Alors, un recours au fait qu'il faut précipiter les choses et aller dans le sens d'une application beaucoup plus rapide, je pense que c'est une fuite en avant qui est extrêmement dangereuse pour le devenir du pays. Ça repose encore une fois ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas la mise en place d'une nouvelle stratégie du côté des mouvements terroristes qui vise à une déstabilisation généralisée du Mali? Donc non, moi je suis très très inquiet parce que à terme, ça veut dire que comment
comment peut-on appliquer le contenu de ces accords d'Alger qui sont loin de faire l'unanimité. Il y a aussi à l'intérieur, au sein du mouvement national de libération de l'Azawad, une certaine tendance, il n'était pas d'accord avec cette signature-là. Donc, non, moi, je ne vois pas en quoi ça va faciliter les choses, bien au contraire, d'une part. D'autre part, il ne faut pas non plus négliger le fait que ces mouvements salafistes djihadistes, à l'intérieur de ces mouvements, il y a probablement aussi un peu de tout. Il y a probablement des activités criminelles, de la délinquance, des règlements de compte, etc., qui font le jeu de ces mouvements. Merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, l'application de l'accord de paix, cette application aura-t-elle un effet quelconque sur l'apaisement, Ousmane Kornio? Oui, je crois que l'histoire me donne raison. Quand, sur cette même antenne, j'avais bien dit qu'en fait, que si la signature de cet accord avait une valeur, cette valeur, c'était simplement de montrer qu'en fait, que les auteurs de l'insécurité au nord ne sont pas les rebelles. Et l'histoire donne raison. Qu'en fait, aujourd'hui, quand nous avons signé, l'histoire montre qu'en fait, que ceux qui sont aujourd'hui en train d'harceler et le Mali, les forces armées maliennes, et même les groupes armés, parce que ça se passe dans leur territoire, ne sont pas les vrais acteurs. Ne sont pas les vrais acteurs. Ça veut dire que nous avons négocié avec ceux qui n'étaient pas les vrais acteurs de l'insécurité au nord. Et la solution qu'il peut y avoir, si cet accord peut avoir une utilité, c'est que les groupes armés qui ont signé aujourd'hui se prononcent et se lèvent pour s'allier à la partie gouvernementale pour lutter contre cette insécurité. Or, c'est ce qu'on ne voit pas. À peine ils condamnent ces actes d'insécurité. Donc, il fait que ce qui se passe aujourd'hui m'inquiète, mais ne me surprend pas. Chaque fois qu'il y a une situation similaire dans un pays où on a eu par la force à dissémer, parce qu'on l'a dispersé sans le tuer, ce qu'il faut faire, ce qu'ils feront, ils attendent simplement que quand on aura mis en place un processus d'accord, et que de pouvoir saboter ce processus-là. Et nous n'avons pas encore, nous avons encore pour quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans, peut-être qu'avec le temps et l'usure du temps, ils vont peut-être s'aligner quand ils auront compris qu'ils ont tout intérêt aussi à entrer dans l'accord, dans le processus de l'accord. Mais pour le moment, je sais que ce sont des gens qui attendaient ce moment propice où on croit qu'on a signé l'accord avec des groupes rebelles qui étaient peut-être les fauteurs de troubles. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, qu'il ne s'agit pas d'eux, qu'ils n'ont rien à voir avec la situation d'insécurité qu'il y avait et qui ne peuvent rien. Donc aujourd'hui, on est obligé de partir à la case de départ. C'est-à-dire essayer de reconsidérer les acteurs de la zone et voir comment prendre en compte ces acteurs-là dans le processus de paix. D'accord. Alors, merci beaucoup Ousmane Kornio. Cheikh Douara, que dire aujourd'hui? Nous revenons toujours à cette question, à cette prise d'otage de Sévaré. Sévaré qui est une région militaire. Alors aujourd'hui, que dire de la capacité d'action de l'armée malienne qui a perdu quand même 3 soldats lors de cette prise d'otage dans des conditions un peu compliqué. Aujourd'hui, quelle est la capacité d'alerte ou bien d'action de l'armée malienne? La capacité d'alerte, je pense qu'elle est... C'est là que le bas blesse. Par contre, la capacité d'action, moi j'avoue que j'ai été très surpris. J'ai trouvé l'intervention de l'armée malienne très efficace. C'est vrai, il y a eu plusieurs morts qu'on déplore, des blessés et tout, mais j'ai trouvé très efficace parce que nous avons vu des situations pareilles. En 2013, il y a eu un cas comme ça à Gao, un autre à Tombouctou avec l'hôtel Bouctou et la mairie de Gao. Et je pense que la façon dont celle de Sévaré a été traitée, nous avons trouvé beaucoup plus professionnel. Par contre, il faut savoir qu'il y a eu
prenons le cas de l'hypercacher qui était pris par le seul Koulibaly et nous savons tous les moyens qui étaient mis en œuvre par toutes les forces de sécurité de l'ordre française pour gérer au cœur de Paris, avec tous les moyens qu'ils avaient. Nous avons vu combien de temps ça a duré et qu'est-ce que ça coûtait. Nous avons vu d'autres dans d'autres pays qui ont beaucoup plus de moyens. Donc je pense que nous devons être très satisfaits de ce qu'a été le travail de l'armée malienne. Mais par contre, par rapport, moi c'est surtout par rapport à comment c'est arrivé. Parce que, vous savez, l'hôtel Byblos est un hôtel où loge des staffs UN. Moi, à un moment donné, j'ai été staff UN et j'ai eu à loger dans des hôtels, que ce soit à Mopti ou Gao Tombouctou, en tant que staff UN. Et pour vous dire que il y a tout un cahier de charges comprenant des normes que ces hôtels doivent respecter pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle le clearance, pour pouvoir être accrédité à recevoir les staffs UN. Et il faut reconnaître que généralement, ces estimations, sur les baromètres sont erronés. Les baromètres sont très souvent erronés, sur lesquels il se fie pour pouvoir dire cet hôtel est plus sécurisé par rapport à tel autre. Souvent, c'est des employés même des Nations Unies qui assurent la sécurité de ces sites. C'est le cas à Gao, c'est le cas à Tombouctou, c'est le cas à Kidal, mais ce n'est pas le cas. Bon, à Kidal, il n'y a pas d'hôtel, mais à Gao et Tombouctou, que ce soit l'hôtel Askia où se trouvent les staffs UN ou l'hôtel Adriacan où se trouvent les staffs UN, il y a une base. À Gao, c'est les Chinois et les Nigériens, et à Tombouctou, c'est les Burkinabés et les FPU nigérians qui assurent la sécurité. Par contre, à Mopti, les sécurité clearance ont été délivrées à des hôtels qui reçoivent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a deux policiers maliens devant l'hôtel avec une Kalachnikov qu'une action comme ça ne peut pas se mener. Au contraire, ceux qui font des actions pareilles vont attaquer des garnisons tout entières avec tout un arsenal de guerre. Donc ce n'est pas ce policier avec une Kalach ou avec un pistolet qui va les empêcher de rentrer. Et encore, à cet hôtel, il n'y avait même pas, je pense bien, tout ce dispositif. Alors pour résumer un peu, vers où vont vos analyses, qui incriminez-vous? D'abord, la première des choses, c'est que la responsabilité des victimes, je vais dire des staffs IN, incombe à la MINUSMA, qui n'a pas pris les dispositions qu'il fallait pour sécuriser ces staffs. Quand on essaye de voir, c'est très clair. Ailleurs, toutes les dispositions sont prises. Et si des staffs, et pourquoi? D'abord, avant Gao, Tombouctou et Kidal, étaient les zones qui avaient l'indicateur rouge où il y avait même le danger pay. Récemment, Mopti a été classé sur cette liste, donc où tous les indicateurs ont été revus à la hausse et tout ça. Donc pourquoi ne pas appliquer les mêmes dispositifs sécuritaires comme Gao et Tombouctou Kidal, puisque tout a changé aussi. D'accord. Alors nous allons partir à Sévaré avant de donner la parole à Ousmane Corneo, retrouver notre correspondant Moussa Traoré. Moussa, dites-nous comment est-ce que ces staffs de la MINUSMA sont sécurisés, comment est-ce qu'ils sont logés et qui assure leur sécurité? Voilà, merci bien Famoussa. Je voulais justement réagir à cette question, mais je tiens vraiment à apporter la précision que ce n'est pas l'hôtel Byblos. J'ai dit que l'appellation hôtel a cessé il y a plus de 2 ans. Ça appartenait à des Libanais. En ce moment, on a appelé l'hôtel Byblos. Mais cela fait déjà 2 ans que les Libanais sont partis. Donc, c'est devenu maintenant une résidence où on a confié la gestion à un particulier. Et ce matin même, j'ai rencontré cette personne qui m'a confirmé que ce n'est plus un hôtel, mais une résidence où réside le staff de la MINUSMA. Alors, la sécurité. Voilà. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de travailleurs de la MINUSMA sont logés de façon dispersée à travers la ville. La MINUSMA n'a pas de logement précis pour ses personnels, mais ils sont dispersés à travers la ville. Soit c'est des villas qu'eux-mêmes ils vont louer, ou c'est des maisons en tout cas, ou avec des grandes cours qui louent, où ils habitent. Donc vraiment, c'est comme ça que les agents de l'administration sont logés ici à Sévaré. D'accord. Et pour le cas précis de cet endroit? Et pour le cas précis de cet endroit, c'est vrai,
le promoteur, celui qui s'occupe de la gestion, m'a confirmé ce matin qu'il était en bail avec ses fonctionnaires de l'aménagement. Et il nous a même montré tous les papiers. Donc, il y avait une bail entre eux. Donc, lui, il prend la commission sur les frais de location et le reste de l'argent, il envoie maintenant aux Libanais à qui l'endroit appartient. Donc, ce n'était plus un hôtel, mais c'était transformé maintenant comme une résidence. D'accord. Alors, une courte pause avant de retrouver Ousmane Cornio. Une réaction, Un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous réfléchissons aujourd'hui sur la situation sécuritaire dans le pays avec cette prise d'otage de la semaine dernière donc à Sévaré et aujourd'hui cet accident, un véhicule de l'armée malienne qui a sauté sur une mine entre Dia et Kera, donc une explosion qui a fait 3 morts et 2 blessés. Nous sommes en train de voir tout cela avec nos invités. Je passe la parole à Ousmane Cornio pour nous donner sa réaction après donc la sécurité du personnel de l'aménagement évoqué tantôt à Sévaré. Ousmane Cornio, à vous la parole. Ok, merci. Bon, je suis de Mopti, donc je connais très bien la situation de cet hôtel qui est situé à moins de 200 mètres du camp de l'armée de l'air. Et pour qui sait les forces dont dispose l'armée de l'air comprendra qu'en fait que ce groupe de 4 personnes n'avait pas pour intention d'agir, c'était simplement pour enlever des otages. Et je crois que c'est une prise d'otage qui aura mal tourné alors. Voilà. Moi j'ai toute l'impression qu'en fait que c'est un enlèvement d'otages qui a mal tourné et qui s'est finalement terminé dans l'hôtel et où ils ont été pris en étau par l'armée malienne. Parce que c'est suicidaire. C'est-à-dire comprendre, tout le monde tient à sa vie. C'est suicidaire comme que 4 personnes qui connaissent le camp de l'armée de l'air à moins de 200 mètres essayer de venir attaquer. Attaquer, ça veut dire attaquer avec des armes à feu, ça veut dire qu'il y aura des détonations, c'est sûr que le camp militaire allait réagir. Moi, j'ai toute l'impression, quand on suit un peu le cours de l'événement, des personnes qui ont été retrouvées dans le car, le chauffeur, il a été calciné. On a trouvé quelqu'un d'autre calciné dans le car. C'est-à-dire qu'il conduisait le personnel à l'hôtel. Ça veut dire qu'ils avaient tenté d'intercepter ce car pour enlever comment s'appelle le personnel des Nations Unies, à l'occurrence des personnes de couleur blanche qui étaient là-dedans, et puis ensuite pour pouvoir peut-être s'éclipser avec ça. Mais malheureusement, ça a mal tourné, ils ont été pris dans des taux et c'est transformé en attaque de l'hôtel. D'accord. Alors André Bourgeot, vous êtes directeur de recherche au CNRS de France. Est-ce que cette piste du rapt qui aurait mal tourné est crédible selon vous? Bon, il m'est difficile de répondre d'une manière très ferme sur l'attaque. À l'entendu des personnes qui viennent d'intervenir, il semblerait qu'ils présentent les choses comme étant, en définitive, une bavure qui aurait mal tourné. Or, quand même, encore une fois, je répète que Sévaré concentre un nombre de militaires extrêmement important, donc l'attaque sur Sévaré, elle a de facto, d'une manière intentionnelle ou non, un impact symbolique très très fort. D'une part. D'autre part, la question qu'on peut se poser, c'est qu'au vu de tout ce qui se passe depuis une quinzaine de jours, est-ce qu'il n'y a pas un processus de mariage du territoire malien par ce mouvement salafiste djihadiste? C'est une question quand même qui me paraît pertinente. Donc j'ai tendance à ne pas minimiser ce qui s'est passé à Sévaré et ce qui s'est passé autre part. Loin s'en faut. D'où le fait que tout à l'heure, je me pose la question, est-ce qu'on n'assiste pas à une offensive? Ce qui s'est passé là récemment autour de Bamako, 30-40 km de Bamako, c'est quand même une certaine signification. Donc moi, je ne minimiserai pas, même si je ne suis pas au courant des détails bien précis de cette attaque à Sévaré. C'est ça, une erreur politique de minimiser ce type d'action. D'autant que Koufou a quand même une influence importante dans la région de Mali et que son objectif, c'est de créer c'est de restaurer l'empire peul du Massina qui avait été créé par Sékou Anadou. Donc, vous voyez, il l'a déclaré d'une manière explicite. Et puis,
Enfin, c'est quand même un allié très proche de Ansar Eddin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle stratégie qui se met en place? Merci beaucoup, André Bourgeot. Alors, Cheikh Douara veut intervenir, mais juste avant cette précision avec Moussa Traoré. Alors, Moussa, on avait évoqué tantôt une possible qu'il puisse y avoir une possibilité que l'armée française puisse intervenir pour libérer les otages, mais finalement, cette mission est revenue à la gendarmerie, à l'unité GIGN donc de la gendarmerie du Mali, qui a été transportée par la MINUSMA et la force Barkhane, confirmée par un communiqué donc du gouvernement. Est-ce que vous confirmez cette information, Moussa? Alors, Moussa n'est plus en ligne. Nous allons donc permettre à Cheikh Douara de réagir. Cheikh. Moi, je pense que il faut que nous comprenions que ces groupes sont pas moins intelligents pour entreprendre certaines actions quasiment impossible à des endroits précis. Il est impossible aujourd'hui, quelle qu'en soit l'efficacité du groupe djihadiste, de faire un enlèvement dans une ville comme Sévaré. Quasiment impossible. Alors, même à Gao ou à Tombouctou, où une fois on est à 10 km de la ville, on est à 5 km de la ville, on est déjà dans le no man's land qui peut nous mener partout où on veut dans le Sahel ou le Sahara. Sévaré n'est pas la même chose. Il est impossible de faire un rapt à Sévaré. Alors, ceux qui sont allés, ceux qui ont mené l'action du Biblos sont partis avec l'objectif d'arriver à ce qui s'est passé. C'était un objectif suicidaire. Oui, vous étiez en train de dire tout de suite que chacun tient à sa vie. Mais c'est ce qu'il faut que nous comprenions, que ceux-ci renoncent à leur vie pour partir à des actions pareilles. Et c'est ce qui fait leur force. C'est ce qui fait aussi qu'ils parviennent toujours à atteindre leurs objectifs. Parce que qu'ils tuent celui qu'ils ont en face d'eux ou qu'ils se tuent, ils auraient atteint leur objectif. Alors, nous allons demander à Moussa. Moussa, est-ce que vous comprenez ces théories du rapt qui aurait mal tourné à Sévaré? Ben, écoute, Famoussa, quand on s'en tient au début de l'événement, parce que je suis allé aussi à l'hôpital voir le chauffeur du minibus qui devait conduire l'aviateur, l'officier de la MINUSMA. Il s'est prêté à répondre à mes questions. Il m'a dit que lorsque son chef lui a demandé de faire sortir le véhicule qui vont aller à l'aéroport, et tout de suite, lorsqu'ils ont pris place dans le véhicule, il y a un homme qui a surgi de nulle part et qui a commencé à faire des rafales sur eux. Donc la question qu'on se pose, on se pose la question, est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention de faire une prise d'otage ou bien c'était une intention seulement de tuer ces gens-là? Mais ce que je voulais apporter comme précision, contrairement à ce que Cheikh vient de soutenir ou bien notre intervenant, aujourd'hui, sécurité est Sévaré est très poreuse. Ça veut dire que tu peux rentrer à Sévaré aujourd'hui, tu peux sortir comme tu veux. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens se fient déjà au dispositif de 2012 qui était là, où le Mali était en plein dans la guerre. Lorsque le ministre est venu, nous lui avons posé cette question. Ce dispositif-là se trouve aujourd'hui fortement allégé et malgré la présence de la MINUSMA qui souvent dit qu'elle fait des patrouilles sur le terrain, mais aujourd'hui, pour qui connaît Sévaré, on peut rentrer n'importe où par Sévaré et ressortir. Et surtout là où le Biblos se trouve, il a raison. C'est juste à 20-30 mètres du camp de l'armée de l'air. Voilà, mais c'est un endroit qui est caché avec des arbres et un endroit presque isolé où quelqu'un peut commettre un forfait et ressortir. Mais l'action, la façon dont ces gens-là ont agi, on ne pense pas que vraiment ils avaient envie de faire une prise d'otage. C'était juste pour tuer quand même ces gens-là. Alors Moussa, parlez-nous un peu de l'intervention du GIGN, de la gendarmerie qui a donné l'assaut final. Oui, dans un premier temps, il a même fait que je suis d'accord avec un intervenant en début d'émission. C'est-à-dire que lorsque la chose a commencé vers 6h30, en tout cas, tous les porteurs d'uniformes de Sévaré se sont rués vers l'endroit. Parce que ceux qui avaient leurs armes sur eux, tout le monde a convergé là-bas sans aucune coordination de la chose. Ce qui fait que certainement nous avons enregistré tous ces dégâts-là. Mais lorsque la gendarmerie a été alertée,
les partis prennent position. Et je crois que les opérations étaient maintenant sous le contrôle du commandant de brigade de la brigade fluviale. Et les opérations ont continué toute la journée jusque très tardivement dans la nuit. Mais c'est aux environs de 18 heures que nous avons entendu le dernier coup de feu avant l'arrivée du ministre et tous les éléments qui est une force spéciale dont le ministre a amené avec lui de Bamako. Et lorsque ceux-là sont arrivés, ils ont maintenant achevé l'opération. D'accord, merci beaucoup Moussa. Ousmane Cornio veut ajouter quelque chose? Bon, non, je crois que, comme je le disais, je connais très bien la situation de cet hôtel par rapport à l'armée de l'air. Et c'est bien sûr que c'est juste une bifurcation derrière l'armée de l'air, camouflée sous des arbres. Mais je ne pense vraiment pas, jusqu'à preuve du contraire, les enquêtes nous prouveront la réalité des choses, qu'ils étaient venus simplement pour tuer ces pilotes ou bien comment ça s'appelle, ces officiers de l'aménagement. Pour moi, ils venaient pour enlever. Le chauffeur, j'attendais que le chauffeur embarque les pilotes pour l'aéroport, en fait, qu'ils puissent peut-être rappeler ces pilotes-là. Alors, vers où ils allaient fuir selon vous? Mais ici de Sévaré, je te dis que Sévaré, il y a 1001 portes d'entrée et 1001 portes de sortie de Sévaré. Vous êtes ressortissant de la zone. Je suis ressortissant de Mopti. Il y a 1001 portes de sortie et 1001 portes de... Ce n'est pas comme Mopti. Mopti n'a que 2 portes d'entrée et 2 portes de sortie. Or, Sévaré, c'est tous les carrés de Sévaré conduisent à la brousse. Vous partez du côté de Banyangara à partir de la gare routière, mais c'est un no man's land. Vous partez de l'aéroport après Barbé, c'est un no man's land. Vous partez du côté de Kouana à partir de l'hôpital, c'est un no man's land. Et toutes ces routes-là sont des routes qui peuvent conduire même sur les falaises de Banyangara sans pour autant que quelqu'un ne soit vu. D'accord. Alors, André Bourgeot, une dernière réaction. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un relâchement du côté des forces stationnées à Sévaré et qui a conduit à cette prise d'otage? Ça m'est difficile de répondre concrètement à cette question, compte tenu du fait que je ne sais pas sur le terrain. Mais ce que je constate, c'est que, les principales victimes sont les militaires maliens des forces spéciales de la FAMA. Bon, ça a quand même une signification politique. Au moment où, justement, l'armée malienne est en train de se restructurer, de prendre, pardonnez-moi l'expression, du poil de la bête et d'intervenir d'une manière quelquefois assez positive. Donc ça peut avoir aussi une signification pour enrayer l'essor de l'armée, le retour à une pratique plus courante, qui sont celles des militaires maliens. Bon, et enfin, je crois qu'on ne peut pas dissocier ce qui s'est passé à Sévaré des actions qui ont été menées depuis, disons, 3 semaines, un mois sur l'ensemble du territoire malien. C'est une des raisons pour lesquelles j'aurais tendance à ne pas minimiser les objectifs de cette opération sur Sévaré. D'accord. Merci beaucoup, André Bourgeot. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que le sujet était la situation sécuritaire après cette semaine sanglante. Donc le Mali entame donc la 2e semaine de violence avec ce véhicule de l'armée malienne qui a sauté sur une mine entre Dja et Kera dans le cercle de Tenenkou, qui a fait donc 3 morts du côté de l'armée malienne. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous étions avec 4 invités: Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité; André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS de France; Cheikh Douara, reporter journaliste; Moussa Traoré, notre correspondant depuis Sévaré, correspondant de Tamani à Sévaré. Cette émission a été totalement réalisée par Seydou Fomba. Je suis Famoussa Sidibé. Nouhoum Diré était à la technique. Gagny Kanté a assuré la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.